mesdames, messieurs, je dirais les cadres de l'Institut haïtien sur les questions des droits de l'homme, notre ami ici. Je tiens à saluer spécialement Nadine Setilma qui a maintenu le contact avec moi. Et j'interviens, je dirais, dans un contexte, je ne dirais pas un contexte difficile, mais un contexte de tumulte, un contexte de changement et même aussi de changement de paradigme par rapport à ce que nous vivons en Haïti et, pour ne pas dire, ce que vit le monde. Parce que depuis 1991, dans une étude qui avait été réalisée dans un groupe de Tétins à Massachusetts, c'était prévisible au XXIe siècle que nous ayons et que nous vivons cette situation, une situation de déshumanisation de l'être humain et, je dirais, d'entrée de jeu, une déshumanisation qui met en cause et même en péril les droits de la personne, les droits humains, et qu'il s'agisse des droits civils et politiques, qu'il s'agisse des droits sociaux, économiques et culturels. L'une des thèses qui a été développée dans cette étude, c'est qu'au XXIe siècle, l'ouvrage s'intitule « Le monde au XXIe siècle ». Il était dit qu'au XXIe siècle, nous allons assister à ce que nous appelons le monde frontière. Le monde frontière, les États vont se replier sur eux-mêmes, avec des élans de xénophobisme, avec des élans de nationalisme, et aussi dans les pays où les migrants auront vraiment à faire face à de véritables difficultés. Et nous regardons ce que nos frères et sœurs subissent, pour ne pas dire vivent, soit en République dominicaine, de manière, je dirais, déshumanisante, parfois de manière barbare et même très sauvage de la part de la République dominicaine, et ce qui se passe aux États-Unis, tantôt de manière brusque, et aussi tantôt de manière, je dirais, en douce. Parce que les États doivent préserver leur identité, les États doivent préserver leur souveraineté. Donc les États vont se replier sur eux-mêmes. Donc cela va avoir directement une incidence sur les droits de l'homme, sur les droits de la personne, sur les droits humains en général, pour ne pas dire sur les droits des êtres humains. Ça, ce sont les États qui se replient. Mais le grand drame, c'est qu'à l'intérieur des États même, il va y avoir aussi des frontières. Par rapport à la croissance, je dirais, accélérée des inégalités sociales, ce qui va, je dirais, causer des chocs, des guerres, des confrontations très très violentes. Les quartiers, certains quartiers vont ériger des murs et aussi des barrières. C'est ce à quoi nous assistons en Haïti, plus précisément dans la région métropolitaine, avec, je dirais, le pouvoir, avec, je dirais, une certaine même hégémonie du pouvoir criminel de ce qu'on appelle des bandes armées. Les bandes armées qui aujourd'hui, je dirais, mettent en question, mettent en péril les droits humains, les droits de la personne, ce n'est pas un phénomène, je dirais, spontané. Ce n'est pas un phénomène isolé. Il faudra remonter depuis la fin de ce qu'on appelle la fin de la guerre froide, l'effondrement du bloc de l'Est, la disparition de ce qu'on appelle du bipolarisme opposant les pays dits capitalistes, les pays dits socialistes ou encore communisme, avec l'effondrement du bloc de l'Est, eh bien ce sera aussi l'effondrement des armées aussi,
qui constituait, je dirais, l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'ex-URSS. Donc, certains généraux, pour ne pas dire la majorité de ces généraux, de ces officiers, vont se retrouver sans emploi. Et aussi, ces États vont être frappés de ce qu'on appelle d'une décomposition sociale, d'une désarticulation de leur économie, et ce sera l'ère de ce qu'on appelle le crime transnational organisé de manière systémique. C'est pas qu'avant l'effondrement du bloc de l'Est, il n'y avait pas de crime transnational organisé. Le crime était là, c'était comme en gestation. Mais avec l'effondrement du bloc de l'Est, eh bien, ce sera de manière systématique. Et ce sont ces réseaux-là maintenant qui vont se développer. Les réseaux de crimes qui vont se développer. Trafic d'armes, trafic d'organes, et la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. Et c'est pour cela, par rapport à cette ampleur du crime transnational organisé, sortira de ce qu'on appelle la Convention de Palerme, dont Haïti est état partie, et je crois qu'il y a toute une loi aussi qui avait été présentée au Parlement et qui a été votée. Donc j'ai eu l'opportunité de faire le plaidoyer de cette loi à l'époque où j'étais programme manager et, de la lutte contre la traite et le trafic illicite de migrants à l'Organisation internationale de migration. Et déjà là, ne soyez pas surpris de ce que je vais vous dire. Tout d'abord, pour finir avec l'étude, le cas de Rwanda était prévisible. On avait dit dans cet ouvrage-là, Le monde au XXIe siècle, on avait prévu ce qu'on appelle la grande crise qu'a connue le Rwanda, le génocide rwandais. On a dit que Rwanda s'en sortira de sa crise. C'était prévisible aussi pour le Yougoslavie. La Yougoslavie s'en sortira également. Mais c'était aussi prévisible pour Haïti. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'était aussi prévisible pour Haïti. Et dans l'ouvrage, on a dit que Haïti ne s'en sortira pas. Mais on a dit, mais on ne laissera pas Haïti s'effondrer. Donc, je vous parle d'une étude de la fin des années 1900, je crois 92-93, cette étude qui avait été réalisée par un groupe de tech-tanks au niveau de l'université de Massachusetts organisée. C'est-à-dire que à un certain moment, Haïti, par exemple, le trafic illicite de migrants, on passe par Haïti, soit pour aller vers en Europe ou bien aux États-Unis. Mais ce sera pour le même cas aussi, et pour la drogue, et pour les armes, et pour le trafic d'organes aussi. Haïti ne sera plus un pays de transit. Haïti sera à la fois un pays d'origine, justement un pays d'origine, d'accueil et de transit. Aujourd'hui, Haïti est aussi un pays d'origine par rapport à ce contrôle, par rapport à cette hégémonie des bonnes armées, qui dans un premier temps, c'était comme étant des relais des intermédiaires, mais au fil du temps, les chefs de bonnes armées, finalement, ont pu évaluer les enjeux, les profits, tout ce que cela rapporte. Et aujourd'hui, ils sont devenus aussi des chefs, des candidats. Comment ils ont pu faire cela? Parce que nous sommes dans un système capitaliste mondial. Ça, je le regrette. Et le système est caractérisé par l'argent, l'argent qui est blanchi. Et aussi, ils ont choisi ce qu'on appelle un système capitaliste, un moyen d'accumulation de capitaux. Et quel est ce moyen d'accumulation de capitaux, d'après vous? Quel est le moyen que les chefs de bande, les gangs maintenant obtiennent de l'argent? Hein? Le kidnapping. Oui, c'est le kidnapping.
c'est le kidnapping qui s'est servi comme étant un moyen d'accumulation. Des kidnappings de millions, de 500 000, et des kidnappings de 10 000, de 20 000, et même aussi des kidnappings de 50 000, même 5 000 comme ça. Hein. Oui, c'est un moyen d'accumulation de capitaux. Et justement, avec cet argent, eh bien, ils peuvent se procurer maintenant des armes, ils peuvent aussi devenir des interlocuteurs. Et là encore, un autre moyen aussi, c'est le trafic d'organes. Des jeunes filles, des enfants qui disparaissent. Et là, nous avons eu, je crois, avec l'arrestation de CPJ, de ce jeune médecin, qui a choqué tout le monde. Hein, et vous voyez le cynisme. Hein, ce bonhomme-là, qui enlève des organes à cœur ouvert. Parce que généralement, il y a certains organes qu'on enlève, on ne met pas d'anesthésie, hein, vous le savez. Hein. C'est sans anesthésie. Hein. Oui, on ne prélève pas d'organes d'anesthésie. Non, c'est sans anesthésie, de façon pour que l'adrénaline puisse vraiment donner de l'énergie, donner du muscle à l'organe, pour que l'organe soit resté vide et avec sa capacité. Et puis après, ce qu'on fait, dans les réseaux de crimes transnationaux organisés, et je ne dis pas, je n'ai pas fait d'investigation, il y a des grands réseaux, ces réseaux possèdent ce qu'on appelle non seulement des machines à broyer, mais aussi des crématoires. Automatiquement, quand on finit avec la personne, on enlève l'organe, on le met dans la machine, la machine boit. Mais les os aussi, on n'aura pas de traces. Il n'y a pas de traces. Donc vous êtes porté vraiment disparu. Voilà ce à quoi nous sommes en train de vivre. Mais ce qui est choquant en matière de gouvernance, c'était prévisible. Et les autorités haïtiennes étaient au courant. Mais ce n'est pas leur faute, c'est toute une pratique de gouvernance aussi. Et si vous n'avez pas une culture de bonne gouvernance, parce que la bonne gouvernance, ce n'est pas la lutte contre la corruption. Très souvent, il y a une tendance à réduire la bonne gouvernance à la lutte contre la corruption, la transparence, tout ça. Mais il y a un élément fondamental en matière de bonne gouvernance. C'est la planification stratégique. C'est l'outil. C'est la planification stratégique. L'État planifie. L'État dit dans 7 ans, dans 10 ans, dans le temps aussi, ce qu'on appelle les livrables de manière objective en matière de politique publique. En Haïti, nous avons une culture que nous avons tout le temps. Et une culture aussi de pompiers. Nous n'anticipons pas sur les phénomènes. Est-ce que c'est la vie privée des personnes qui sont responsables pour la mise en œuvre de ces systèmes? Ces catégories de personnes on doit uniquement pouvoir la vie privée en ce qui concerne les informations. Même si en Haïti, c'est très peu évolué le droit de la communication, du moins le droit pénal de la communication, mais normalement, il faut commencer à pencher sur le droit, parce que, avec les lanceurs d'alerte, les influenceurs, c'est sûr, il y a quand même des droits qui sont. Donc, quand il y a la violation des droits, l'État doit intervenir rapidement pour préserver ces droits et renforcer son mécanisme de protection. Et comme disait le droit dans le processus électoral, il faut qu'il y ait le droit de recours. Mais la Constitution ne permet pas cette condition. Certes, il n'y a pas besoin de droit de recours. C'est dans la loi électorale, à chaque fois qu'il y a une discussion, il y a toujours une discussion pour le droit de recours. Mais est-ce que ce droit de recours est définitif?